Merci Boris. Et sans plus attendre, j'invite à me rejoindre sur scène le général Adam, commandant de l'espace, l'ingénieur général de l'armement Patrick Aufort, nouveau directeur de l'Agence de l'innovation de défense, Christophe Debar, directeur des affaires spatiales et défense France-UE-OTAN au sein de Thales Alenia Space, et Philippe Pham, senior vice-président en charge de l'observation de la Terre au sein d'Airbus. Prenez vos micros. Je me tourne d'abord vers le général Adam. En mars dernier, vous étiez à Toulouse pour la 3e édition de l'exercice de spatial militaire Astérix. Et vous n'avez pas manqué de souligner que dans le conflit ukrainien, le premier coup de feu a été donné depuis l'espace. Alors, pour introduire cette séquence, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'état des menaces en orbite et les points saillants de la stratégie spatiale militaire française ? Oui, bonjour Florine, bonjour à tous. Vous me donnez 1h30 ? Non, okay. Non, quand même donc pas. en 2 minutes, ça va aller très vite. Effectivement, la création du CDE, la stratégie spatiale de défense française ont émergé, et puis d'ailleurs on peut voir l'effet un peu traîné de poudre un peu partout, sur la reconnaissance que l'espace devient un vrai domaine de conflictualité, et ça a été prouvé effectivement par la première attaque russe dans ce conflit ukrainien qui s'est effectuée sur un système spatial. C'est fait aussi sur la reconnaissance du fait que l'espace aujourd'hui est absolument indispensable, absolument dans tous les secteurs. C'est d'abord un secteur économique énorme, on l'a déjà signalé, mais aussi ça fournit des infrastructures qui sont aujourd'hui incontournables si on veut rester dans la course de la compétitivité et de la performance. Et donc, pour toutes ces raisons-là, évidemment, il y a beaucoup de choses à protéger dans l'espace. C'est la mission qui a été confiée au CDE, d'apporter de la sûreté physique à ce qui se place dans l'espace. Et c'est vraiment les points saillants. C'est notre mission aujourd'hui de nous assurer que les ressources et les intérêts, en premier lieu français, évidemment, sont bien protégés dans l'espace parce qu'ils sont nécessaires à tout le monde et pas qu'aux militaires. Vous avez vu quelques illustrations, donc ça c'est Astérix, mais vous avez vu aussi des images passées qui sont très récentes, qui datent de quelques semaines. C'est les opérations d'évacuation au Soudan. Donc des images, l'espace a joué son rôle aussi lors de cette mission. Donc effectivement, si vous avez été attentif, je ne sais pas si elles sont passées, vous nous avez communiqué 2 images satellites du coup lors de l'opération Sagittaire. Voilà, elles sont apparues juste avant. Je me tourne à présent vers les industriels. Christophe Debar, vous avez rejoint Thales Alenia Space il y a un peu plus d'1 an, après avoir réalisé une grande partie de votre carrière au sein de la DGA. En quoi votre parcours personnel vous aide aujourd'hui à travailler avec l'armée, et plus globalement, en quoi la dualité des équipements peut jouer un rôle crucial justement dans cette montée en puissance ? Alors, il y a 2 éléments, et on en a parlé. Alors, à la fois, le général Adam en a parlé avec le besoin que peut avoir l'espace, à la fois pour le militaire et le civil, que ce soit défense, sécurité, environnement, tous ces éléments-là. Et le deuxième élément, qui est la question d'autonomie. C'est-à-dire que l'espace est devenu un enjeu d'autonomie. Et la dualité est clé pour cette autonomie, que j'identifierai au travers d'un triptyque, qui est autonomie stratégique, autonomie industrielle, autonomie économique. Du point de vue stratégique, les usages militaires sont à la fois la très haute performance qu'on peut avoir sur l'observation, par exemple, mais également toute la partie des usages plus civils, on va dire, ou plus sécurité qu'on peut retrouver au travers de Galileo, sur lequel notre industrie a un positionnement très fort, et on a toute une filière importante en France et en Europe. Ce qui amène à un cadre industriel, une autonomie industrielle qui est nécessaire, mais on en a déjà discuté dans les keynotes précédentes, avec des besoins d'entretenir cette base industrielle. Alors, on va me reprocher de parler du besoin de lancer des grands projets spatiaux, mais derrière ces grands projets spatiaux n'existent que parce qu'il y a les briques technologiques et l'innovation qu'on est capable d'y apporter. Et donc c'est tout un cadre de filière, et d'où cette autonomie industrielle. Et le troisième point, une autonomie économique qui ne sait se faire
qu'en capitalisant sur les synergies et les complémentarités du domaine espace. L'ensemble, globalement, si je reprends, vous m'excuserez mon général, la notion de guerre telle que je l'ai comprise entre compétition, contestation, affrontement, on est en plein dedans au travers de cette autonomie, et la dualité est un élément majeur de la guerre. Et après, oui, de toute façon, pour rappeler, les Copernicus ou Galiléo, tout ça, en fait, a des usages... Enfin, c'est les mêmes. C'est-à-dire que la haute performance sur laquelle nous travaillons et l'innovation sur laquelle nous travaillons tous nous permet derrière d'avoir une déclinaison. Les travaux sur l'observation optique nous permettent d'aller sur Copernicus et de profiter de Copernicus pour travailler sur les systèmes futurs, pour toujours apporter une supériorité technologique à nos forces et toujours plus de performance, sans toutefois négliger qu'il nous faut aller sur l'ensemble du spectre. En tout cas, c'est ce que je comprends du besoin militaire. Philippe Pham, un mot là-dessus et peut-être nous expliquer en quoi ces nouveaux besoins de spatial militaire peuvent faire naître de nouveaux modes de coopération justement entre les entreprises et l'armée. Je prendrai un axe complémentaire à ce que vient de dire Christophe, c'est-à-dire que la défense a toujours tiré une grande partie de l'innovation et des capacités. Je ne reviendrai pas sur les grands programmes Helios, S1, récemment bien sûr CSO et CRS. Mais en fait, toutes ces initiatives, ces besoins tirent en fait à la fois l'ensemble de l'innovation et l'ensemble de la filière industrielle sur ces domaines. Je vais prendre quelques exemples. L'industrie s'est quand même pas mal pris en charge aussi, par exemple pour compléter ses capacités et réutiliser de façon duale au travers de programmes comme Pléiades Néo et CO3D un apport de capacités complémentaires à la défense grâce à des programmes qui sont aussi supportés par la DGA et par le CNES, avec un apport industriel. Tout ça tire l'ensemble de l'écosystème français en particulier, puisque Pléiades Néo et CO3D sont à plus de 95% France, donc tout un tissu de PME, de start-up dans le domaine de l'instrumentation, des instruments, des satellites ou des segments sol. Très important, puisqu'en fait, cette capacité de développement soutient aussi l'industrialisation de la BITD France. Et on a beaucoup parlé du New Space ce matin, et on va continuer à en parler. L'objectif, c'est aussi de développer de nouvelles capacités ensemble, plus rapides, d'avoir des démonstrateurs, de faire des preuves de fonctionnement en orbite. Et là, j'en voudrais pour preuve, aussi bien au travers du soutien de France 2030, au travers de programmes aussi européens comme l'EDF, de nouvelles associations, partenariats, projets. Le dernier appel à projet de France 2030 était sur la surveillance de l'espace. On a fait un partenariat et on a gagné un projet avec d'autres, notamment avec U-Space. On participe aussi à un certain nombre d'autres activités avec Share My Space sur la surveillance de l'espace aussi, depuis le sol et vis-à-vis de nos opérations satellites. Donc en fait, la défense est essentielle pour pousser l'innovation, la réutilisation duale, apporter de la résilience, bâtir la base industrielle et bien sûr continuer à avoir des initiatives innovantes. Et ces initiatives innovantes, elles ne sont pas que technologiques, elles sont business model, elles sont opérations, elles sont mode de travail tous ensemble pour couvrir au mieux l'ensemble des besoins exprimés par le CDE en particulier. Ce qui m'amène à rebondir avec vous, Patrick Aufort, sur le rôle de l'AID dans cette quête d'innovation. Ce qu'il faut dire, c'est que le spatial militaire, ça ne concerne pas que les grands industriels. Comment vous intégrez les acteurs du New Space face aux nouveaux besoins qui ont surgi ? Bien. Si je devais résumer le rôle de l'AID en deux grands domaines, je dirais notre premier rôle, ça va être de préparer les technologies nécessaires à nos futures grandes capacités. Et donc là, on va être plutôt dans ce qu'on appelle l'innovation planifiée, donc être capable d'identifier de possibles technologies de rupture, de les faire monter en maturité pour en disposer au moment opportun. C'est ce qu'on faisait déjà très classiquement la DGA et que doit continuer à savoir faire l'Agence de l'innovation de défense.
et les acteurs traditionnels sont les grands groupes industriels et leur supply chain. Et puis la deuxième grande mission, c'est de tenir compte que nous vivons aujourd'hui dans un contexte qui a énormément évolué, au niveau de ce qui finance la recherche et l'innovation et au niveau de l'écosystème de la recherche et de l'innovation, avec justement, illustré dans le domaine spatial, tout cet écosystème autour des startups. Et donc notre deuxième grand rôle, c'est d'être capable de tenir compte de toute l'innovation qui va être générée en dehors de la défense, générée dans le monde civil, générée dans le monde de la recherche, et d'être capable de la ramener vers nos cas d'utilisation à nous, et ce, dans un délai cohérent du développement de cet écosystème-là. Donc, du coup, en fait, on doit être capable de travailler avec tous les acteurs traditionnels, les acteurs émergents, et le domaine spatial est vraiment une très très bonne illustration de cette nécessité et de cette façon de faire. Un nouveau milieu de conflictualité, avec de nouveaux acteurs, et pour nous, ça représente vraiment un champ d'opportunités. Je les résumerai en 3. Le premier, c'est de nouvelles technologies. On a eu des illustrations ce matin, l'IoT satellitaire, par exemple. Si je devais donner une deuxième illustration, le domaine de la propulsion dans l'espace, où il est bien évident qu'on va trouver des cas d'usage civil, des cas d'usage militaire. La deuxième grande opportunité que représente tout ce foisonnement du New Space, c'est qu'il met à disposition de la donnée, énormément de données. Et donc, ça génère énormément d'opportunités, de nouveaux cas d'usage. Et ces cas d'usage vont nous permettre notamment d'amener des complémentarités à des programmes souverains dont on disposait. Et ça, c'est quand même très nouveau. Et puis, la troisième opportunité, et c'est peut-être celle qu'on voit le plus et celle sur laquelle on compte le plus, c'est que derrière New Space, ce qu'on va y mettre quand même, et ça a été illustré là aussi, je pense, dans la première table ronde, c'est de nouvelles manières de faire, des développements plus agiles, des délais différents, des coûts différents. Et ça, ça génère ce que Philippe vient d'illustrer aussi dans sa réponse, c'est que ça nous donne enfin la possibilité dans l'espace de passer par des démonstrateurs et de l'expérimentation. Et ça change tout. Ça veut dire qu'on va pouvoir répondre à des besoins des armées de manière beaucoup plus rapide et en ayant la possibilité d'explorer des concepts et d'amener des capacités dans des délais beaucoup plus courts. Donc voilà, si je devais résumer à la fois les grands rôles, l'écosystème avec lequel on doit travailler et les opportunités qu'il représente. Et après, oui, vous avez parlé d'IoT satellitaire. Il y a déjà des premiers contrats qui ont été signés, je crois, un avec Ternwave, c'est ça sur... Oui, derrière tout ce que je dis, en effet, il y a du concret, il y a des projets concrets, et d'ailleurs dans tous les domaines que j'ai cités. Donc en effet, on explore l'IoT satellitaire, et on a soutenu un projet qui donne ses premiers éléments concrets de démonstration et très très impressionnants avec Ternwaves. On travaille dans le domaine des communications optiques. On lancera bientôt un satellite Kéronos pour faire un démonstrateur de communication optique, avec les défis sur la propagation et les défis de la propagation dans l'atmosphère qu'a cité Jean-Édouard tout à l'heure. On travaille dans le domaine du logiciel. Enfin, tous les domaines représentent un champ d'opportunités qu'on explore, encore une fois, dans le but de livrer des capacités en boucle courte. D'accord. Et pour expérimenter plus rapidement, là ça va dans la continuité, cette année encore lors d'Axerix, il y a eu la mise en place d'une cellule d'intégration commerciale composée de 7 industriels de référence. Alors peut-être... Général Adam, un peu expliquer ce qu'il y a un peu derrière et voilà le retour sur cette expérience et pourquoi pour vous c'est nécessaire en fait aujourd'hui face à ces nouvelles compétences de vraiment travailler main dans la main avec les entreprises, quoi. Je crois que tous les enjeux de la dualité ont été largement exposés. C'est aussi une tentative de mise en pratique de tout ce qui est abondamment évoqué aujourd'hui, c'est qu'il faut aller vite. Le temps joue contre nous. Et je ne parle pas uniquement du chronomètre qui est là, évidemment. Mais voilà, j'hésite. Je ne veux pas parler d'urgence parce que ce n'est pas le bon terme, mais le temps joue contre nous. Il faut aller vite, tout en s'inscrivant dans une démarche de long terme. C'est aussi été souligné. L'espace nous donne beaucoup d'opportunités dans ce domaine pour des usages qui sont nouveaux
et qu'on n'a pas forcément, nous, militaires, ni imaginé ni anticipé. Et donc ça fait partie aussi de ces choses-là. Quand on dit c'est quoi le besoin militaire, des fois je suis bien peiné pour répondre. Moi je cherche aussi des opportunités. Je regarde ce qui se passe et je dis tiens, cette chose-là pourrait nous servir. Et pour des usages qui n'ont pas forcément été imaginés d'ailleurs dans un monde civil. Donc la création de cette cellule est vraiment destinée à ça. Bon, d'abord, au quotidien déjà, on a des partenariats avec le secteur commercial pour nos propres équipements, mais aussi pour la fourniture d'un certain nombre de données. Nos propres capteurs ne suffisent pas, on achète des données extérieures, ça a été dit. Et après, on cherche aussi d'autres solutions, ça nous permet de mettre en pratique, d'expérimenter très rapidement et dans un cadre très simulé et un peu théorique, des propositions d'usage, de solutions sur des problèmes qu'on n'a pas encore forcément bien identifié aussi. Et donc ça, c'est aussi l'accélération et la fermeture de cette boucle entre l'industrie et l'utilisateur qu'il faut arriver à améliorer et accélérer. Et encore une fois, là, l'espace nous offre énormément d'opportunités et aussi la chance de travailler sur un secteur où tout est possible aujourd'hui et où il y a assez peu de références. Moi, j'aime bien dire, ne me dites pas comment il faut travailler puisque personne ne le sait. Pour l'espace, tout est nouveau. Donc, allons-y, inventons. Philippe Feum, peut-être sur vous avez fait partie de cette cellule d'intégration commerciale. Expliquez un peu le retour d'expérience là-dessus. Pour nous, industriels, c'est toujours très important d'être confronté aux vraies opérations. Il n'y a que là qu'on apprend sur le terrain. Entre les exercices qui se succèdent, et Astérix 2023 a été encore plus représentatif qu'auparavant, on a énormément appris. Ça permet de voir quelles sont les conditions opératoires et opérationnelles sur le terrain. Ça permet d'être confronté à des événements très particuliers, spécifiques, inattendus, et de voir comment on peut mieux couvrir, je dirais, l'ensemble des attentes des forces et des menaces auxquelles on a affaire. Donc pour nous, ça stimule aussi la réflexion sur les systèmes du futur, sur comment compléter les capacités en termes de résilience, en termes d'observation, d'observabilité, de commande, de contrôle et de boucle bord-sol. Donc ça nous permet aussi de préparer les systèmes du futur. Et ça me ramène encore à l'écosystème France, c'est-à-dire stimuler et travailler ensemble dans l'écosystème quels sont les acquis technologiques qui nous manquent, quels sont les éléments qui pourront faciliter, on parlait de la boucle temporelle, de la capacité d'observation de l'espace, des menaces, de la partie observation et action. Donc ça nous permet de balayer plus large pour définir les besoins du futur, mais les définir en équipe. Christophe Debarre, peut-être là-dessus et sur les nouvelles compétences. Effectivement, comme le spatial militaire, c'est un nouveau champ. Parfois, c'est difficile de transposer aussi les compétences. Je ne sais pas si c'est difficile de transposer les compétences et s'il y en a des nouvelles. Dans le sens où il y a quand même un très fort acquis, en tout cas en France et à Toulouse en particulier, que ce soit au travers du CNES, au travers de toute la filière industrielle, au travers des compétences militaires en tant que telles. Je parlais tout à l'heure de l'optique. On a une vraie compétence technologique, expertise militaire dans l'usage de l'optique pour nos opérations. On a l'Hélios, CSO, et c'est en plus reconnu internationalement. Derrière, le fait que ça devienne un nouveau milieu, le fait que, alors tout le monde dit ça se démocratise, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'acteurs dans l'espace, crée à la fois un besoin de compétences, je dirais, militaires, mais plus globalement de sécurité à pouvoir mettre en place au niveau espace, et en parallèle de rester à la pointe de tout ce qui peut se faire. Donc c'est un challenge permanent sur les compétences. D'accord. Et donc effectivement, pour ne pas passer à côté d'une innovation de rupture, l'AIT mène une veille très active, voire une chasse aux nouvelles technologies. Ça veut dire que les entreprises n'ont pas toujours conscience du potentiel de leur innovation pour le militaire et en particulier dans le spatial.
En fait, alors, oui, déjà notre manière de travailler, comme j'ai dit, le but étant d'essayer d'aller capter des choses qui auraient été développées hors défense pour les ramener vers la défense, ça veut dire qu'il faut qu'on soit acteur. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on chasse, qu'on veille, qu'on chasse ces technologies ou ces pépites industrielles. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse connaître ce qu'on cherche. Mais comme l'a dit le général Adam, parfois, même le besoin militaire, il est en permanente évolution et de nouveaux concepts peuvent émerger. Donc en fait, il y a la vraie problématique, c'est ce qu'on appelle les fameux cas d'usage, c'est d'être capable d'identifier les cas d'usage militaires. Donc il peut y avoir une frilosité de certains acteurs, en effet, par méconnaissance de ce cas d'usage. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit capable de les diffuser, mais il faut aussi qu'on soit capable de les discuter ensemble. C'est ce qui a été un peu et pas mal dit ce matin. L'échange, en effet, rend plus intelligent et il faut aussi qu'on aide le commandement de l'espace, notamment, à imaginer ces futurs cas d'usage. Donc c'est pas quelque chose qui est fermé, c'est quelque chose qui est en permanente évolution. Après, je rajoutais qu'il y a quand même peut-être aussi une frilosité de certains acteurs, parce que dès qu'on dit spatial de défense, on pense sur spécification, on pense exigence qualité, etc. Et là, les choses sont en train de changer. Par cette dynamique aussi du New Space, quelque part, qui amène des choses plus rapides, qui amène la capacité d'expérimenter et donc de prendre des risques. Donc ça, c'est un premier facteur qui fait changer les choses et donc qui va permettre de faire venir les nouveaux acteurs. Et puis parce que les mentalités dans le ministère changent aussi. Encore une fois, je m'excuse Philippe, je vais te reciter, mais tu l'as dit, parfois c'est le délai qui prime. Et donc on va adapter ce qu'on recherche à ce qui est accessible dans le délai. Et donc on va diminuer éventuellement le niveau de performance qu'on va rechercher et accepter d'avoir ce qui est accessible au moment opportun. Et donc ça aussi, ça va permettre d'amener des nouveaux acteurs. Donc oui, c'est pas une critique qu'il faut faire à une partie de l'écosystème, c'est vraiment un travail qu'on doit faire ensemble pour mieux expliquer ce qu'on cherche, pour discuter ensemble de ce qui est accessible. Et en effet, c'est pas une frilosité des acteurs pour venir vers la défense. Alors, Général Adam, peut-être, on n'a pas eu le temps de l'évoquer au début, sur quelles sont les prochaines grosses étapes de montée en puissance du commandement de l'espace et là, les principaux défis qui vous attendent. Alors les prochaines grandes étapes, c'est curieux, comme alors je ne sais pas si ça a été vraiment pensé comme ça, mais il se trouve que tout converge vers 2025. Donc en termes d'étapes et de jalons calendaires, c'est en 25. En termes géographiques, tout tourne autour de Toulouse. Vous serez heureux de cette confirmation, je pense, même s'il restera un petit échelon spatial à Paris et un tout petit à Creil aussi. Mais l'idée, c'est d'avoir ramené l'ensemble, notamment du personnel, mais aussi de nos capacités en termes d'équipement du centre de commandement ici à Toulouse. Et tout ça avec des travaux qui n'ont pas encore commencé. Donc tout va bien. On est sur le trait, mais la première pierre n'a pas encore été posée. On espère que ça sera pour le mois de septembre. En parallèle, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont assez difficiles à montrer et à voir, mais il faut construire l'expertise. On est passé rapidement tout à l'heure sur la richesse que représente l'expertise et la formation, l'innovation qui vient du personnel et qu'il faut former quand même. Il y a des choses qui s'apprennent. Le milieu spatial en tant que milieu de conflictualité, c'est un milieu comme un autre. Mais c'est un milieu où les choses ne se passent pas comme dans les autres milieux quand même, donc il y a des choses à apprendre. Et puis en même temps, j'ai parlé de la traînée de poudre aujourd'hui, qu'on constate aujourd'hui, de la réalisation du fait que l'espace doit être défendu. Tous les pays s'y mettent, tous les pays ont des stratégies de défense dans l'espace, presque. Tous les pays créent des commandements de l'espace, et donc il faut qu'on se connecte, il faut qu'on crée notre réseau, comme on le crée aujourd'hui avec des partenaires commerciaux et civils, sur lesquels on s'appuie énormément, évidemment, et c'est bien pour ça qu'on s'est installé à Toulouse d'ailleurs, mais il faut aussi qu'on crée ce réseau avec nos partenaires étrangers, et qu'on connecte les centres d'opérations spatiaux entre eux. Et donc aussi, c'est l'occasion d'installer une présence étrangère ici à Toulouse au travers du centre d'excellence de l'OTAN, dont vous avez entendu parler, qui sera colocalisé avec le CDE d'ailleurs, et qui nous donnera l'occasion de densifier ces relations. D'accord. Et le CDE, aujourd'hui, c'est 350 personnes, c'est ça et en 2025, ce sera... Et ça, aujourd'hui, nous sommes à peu près 350. L'objectif, c'est de 500. Donc l'essentiel sera à Toulouse, à peu près 450.
Et donc à peu près une centaine de familles viendront s'installer à Toulouse chaque année d'ici 2025. Oui, il y a un enjeu aussi logistique. Et donc, on l'a vu, il y a un véritable engouement des entreprises sur la surveillance de l'espace, autour du spatial militaire. Et du coup, il y a beaucoup de projets qui sont en train d'être financés par la France. Et de l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'il y a cette profusion. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de saupoudrage de l'action française en essayant de couvrir toutes les innovations qui sortent? C'est un des risques auxquels on fait face, évidemment. Encore une fois, le temps joue contre nous, donc on essaie évidemment d'échapper à ce saupoudrage et de se concentrer sur l'essentiel et d'aller à l'essentiel le plus vite possible. Voilà. Après, il faut définir ce que c'est l'essentiel, il faut faire des choix, et donc ça fait partie du risque. Néanmoins, il faut couvrir aussi quand même beaucoup de choses qui ne sont pas couvertes aujourd'hui. Il y a des domaines nouveaux. Tout ce qui est action dans l'espace et surveillance, effectivement, est un domaine essentiel par lequel il faut commencer. Mais je soulignerai aussi le besoin de travailler aussi sur tout le segment sol. On parle beaucoup de tout ce qui se passe dans l'espace, mais le segment sol est aussi un domaine où il y a énormément de choses à faire. Les réseaux numériques, tous les outils qu'on va utiliser dans les centres de commandement pour prendre une décision rapide. Encore une fois, le temps dans les opérations militaires joue contre nous. Un des facteurs de supériorité, c'est la rapidité avec laquelle on va pouvoir réagir à une situation problématique. Oui, vous vouliez réagir Oui, réagir à ce sujet du saupoudrage éventuel, avec deux éléments de réflexion. Déjà, je pense que si on posait la question à certains des acteurs qu'on ne soutient pas, ils n'auraient pas la même impression. Et puis surtout, il peut y avoir aussi du saupoudrage choisi, entre guillemets. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, la propulsion dans l'espace. Plusieurs technologies possibles, le ionique, l'électrique, plasmique, pour en citer au moins 5. Moi aujourd'hui je suis incapable je pense qu'il y en a une ou deux qui sortiront, mais je suis incapable de vous dire laquelle. Et moi, ma politique, la politique de l'Agence d'innovation de défense et de la DGA, dans ces cas-là, aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on ait un acteur ou deux acteurs français disponibles sur chacune de ces technologies. Donc au début, au moment où ça coûte pas très cher d'investir et de les soutenir, forcément, on va essayer de soutenir les 4 ou 5 qui peuvent avoir des solutions sur des technos différentes, de manière à avoir la chance et la quasi-certitude d'avoir un des acteurs qui va émerger sur la techno qui va sortir. Donc ça peut paraître du saupoudrage, mais c'est ce que j'appelle le saupoudrage choisi. Et en fait, derrière, c'est une stratégie d'accompagnement de nos acteurs. Et sur ce qui est essentiel pour vous, peut-être, Général Adam, au début, sur la stratégie spatiale, vous avez été très, très rapidement. Quels sont les points les plus saillants Les points les plus saillants, c'est bien cette configuration, parce que quand je vous parle, je m'adresse aussi à mes partenaires derrière. Hein, voilà, comme ça, ils prennent les messages en même temps. Les points essentiels, on l'a dit, c'est il y a de toute façon préserver ce qui existe déjà et qui nous est extrêmement utile. Dans les services spatiaux et dans les opérations spatiales, c'est aussi quelque chose qui est relativement divers. Donc, on a beaucoup parlé de l'image, de l'observation de la Terre. On a évoqué un peu rapidement les communications. Et puis le positionnement, donc tout ce qui est Galileo, GPS, EGNOS, évidemment. Donc ça, c'est des choses à préserver, qu'il faut continuer à développer, ça reste essentiel. Et nous, notre action principale est surtout de développer des choses qui n'existent pas encore, qui sont plutôt l'action dans l'espace et la compréhension de la situation spatiale. Bon, les deux sont complètement liés, évidemment. Pour pouvoir agir efficacement, il faut savoir ce qui se passe et comprendre ce qui se passe. Donc là, il y a surveillance, évidemment, mais aussi interprétation. Il y a des branchements de renseignement, c'est pas directement chez nous. Et après, effectivement, les gros enjeux techniques, technologiques, c'est d'envoyer des moyens d'action dans l'espace, mais d'action qui soit maîtrisée. L'usage de la force doit rester, comme pour n'importe quelle action militaire, complètement maîtrisé, et on ne crée des dommages que des dommages dont on peut gérer les conséquences. Et donc, en fonction des circonstances, on s'interdira d'utiliser la force ou pas. Et donc ça, c'est le gros enjeu de développer tous les moyens qui nous permettent de faire ça de façon sûre, sans danger évidemment pour ce qu'on cherche à protéger, sans danger pour nous-mêmes, mais avec l'efficacité qu'on recherche vis-à-vis d'un compétiteur. Et donc après, pour répondre à la question initiale de cette séquence, sommes-nous prêts à nous battre dans l'espace ? Peut-être Christophe Debarre, peut-être un mot là-dessus. Alors, sommes-nous prêts ? J'ai l'impression que la coopération État-industrie, alors
par rapport à ce que disait Philippe, il nous regardait tous les deux. Philippe, on va peut-être se mettre là pour pouvoir parler à toute la salle. Mais quelque part, je dirais que la dynamique existe et il y a tout un cadre industrie, institutions, notamment avec le CNES et Forces armées, DGA, Minarmes, qui existent pour lancer ces éléments-là. Je vais reprendre la fin de mon propos liminaire qui était sur les aspects compétition, contestation, affrontement. Sur la compétition, on y est, on se bat dans l'espace. La contestation, vous indiquiez la question ukrainienne avec cette attaque sur Viasat, et en fait qui était une attaque cyber. Et sur la contestation au niveau cyber, on y est pleinement. Il y a eu ce challenge dernièrement avec l'ESA pour voir si on pouvait hacker un satellite, et ça a été démontré qu'on savait le faire. Donc plusieurs équipes, et notamment Thales, a réussi cet exploit. Derrière reste l'affrontement. Pour l'instant, l'affrontement dans l'espace, sauf erreur de ma part, et je n'ai plus accès à des informations qui c'est secret de toute façon. C'est secret, donc je n'aurai pas le droit d'en parler. Sur cet affrontement, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais en tout cas, et c'est ce que disait le général Adam, on en est très proche, et en tout cas, il faut s'y préparer. Vous parliez de saupoudrage tout à l'heure. Il y a, et là c'est peut-être le général qui reprend le dessus par rapport à l'industriel, il y a toujours un traumatisme dans les armées françaises qui s'appelle la ligne Maginot. Et dans un nouveau milieu tel que l'espace, on ne peut pas faire le pari d'une ligne Maginot, et donc on est obligé de diversifier les moyens qu'on peut avoir, tout en répondant à la question du général Adam, mais aussi de l'AID, de savoir comment on peut avoir, quelque part, la notion de force est un peu différente de ce qu'on peut avoir sur les autres milieux, dans leur ensemble. Philippe Pham, peut-être un mot là-dessus. Peut-être juste quelques mots pour revenir sur les propos du général Adam, sur la partie industrielle. Ce que nous, on considère, enfin en tout cas chez Airbus, que ce soit au travers des programmes comme Pléiades Neo, CO3D, mais aussi sur notre rôle en tant que, je dirais, partenaire et puis membre de l'écosystème, c'est comment prendre en compte les grandes lignes directrices de la défense en les complétant et en jouant notre rôle. Les compléter, c'est quoi? C'est rendre service, donc Pléiades Neo, CO3D, Revisite, etc. Bâtir un écosystème français fort. On parle de défense et de souveraineté. Il nous faut la capacité d'adresser l'ensemble des domaines. On n'a peut-être pas assez parlé des PME. Là, on est entre grands groupes, start-up. Il y a quand même aussi beaucoup de PME, y compris dans la région toulousaine et dans la France entière, qui font partie de cet écosystème fort. Et notre rôle, quand on fait un partenariat avec Exotrail pour la propulsion satellite, quand on investit dans CO3D, quand on fait des projets tirés par France 2030, mais aussi par EDF, enfin le fonds européen, ou par d'autres avec U-Space, avec Unseen Labs ou avec d'autres, c'est pour bâtir cette prochaine génération. Cette prochaine génération de capacités industrielles et de services. On a parlé du segment sol. On a aussi beaucoup investi dans le segment sol, non seulement Pléiades Neo sur la partie imagerie satellitaire, les analytics, l'IA, aussi au service de la défense. Il y a des programmes défense d'imagerie satellitaire. Et on passe à la prochaine étape. On a un projet Domino X, d'ailleurs en partenariat avec Thales Alenia Space, où il y a l'InSpace, il y a Geotrend, il y a un certain nombre aussi de start-up et de PME, il y a CS Group, etc. Donc on se pose la question aussi des prochaines générations de segments sol efficaces, modulaires, qu'on peut déployer en partenariat, qui peuvent être utilisés à l'export, qu'on peut interopérer. Donc voilà, c'est tout ça qu'on tire aussi de la demande, en particulier défense, qui a toujours tiré les besoins, l'innovation, un cran en avant, et qui sert aussi en approche et en utilisation duale. Et je souhaite le répéter aussi ici, l'industrialisation, elle passe aussi par l'export, donc grâce aussi à la présence de la France à l'export, à tirer l'industrie et donc tout son tissu industriel, non seulement pour les besoins français, mais aussi sur l'export. C'est comme ça qu'on aura un tissu industriel fort, compétitif et vraiment industrialisé. Du coup, peut-être pour conclure, Général Adam,
Qu'est-ce qui reste à faire encore pour être prêt à nous battre dans l'espace ? Alors, sur la question, sommes-nous prêts à nous battre dans l'espace ? Nous sommes déterminés à le faire. On n'est pas encore tout à fait prêts. Je dis, les capacités à le faire dépendront beaucoup de ce bâtiment qui va être créé à Toulouse. Et je pense que aujourd'hui, c'est l'essentiel de ma préoccupation. C'est ce qui cristallise l'ensemble des efforts. La préparation et l'entraînement du personnel du CDE, mais aussi l'installation des systèmes dont nous avons besoin pour rendre un minimum de service en combinant tout ce qui existe et tout ce qu'on pourra récupérer d'ici là. Il ne reste pas beaucoup de temps, évidemment. Et donc là, prendre les opérations militaires, effectivement, donc avec tous les enjeux qui ont été soulignés, mais de façon relativement modeste, de façon à pouvoir rendre un service sûr pour la sûreté dans l'espace. C'est-à-dire, je dois pouvoir m'engager, dire oui, je sais faire ça, ou bien je ne sais pas le faire. Il vaudrait mieux que je sois capable de faire un certain nombre de choses en 2025, et tout va reposer sur ce bâtiment et son équipement, et ainsi que les hommes qui y serviront, les hommes et les femmes, évidemment. Merci encore à tous les quatre. Nous arrivons au terme de cet échange. Merci, bravo, on vous applaudit chaleureusement.